effectivement les deux. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Après le brillant exposé marxiste de mon ami Bresky. Ah non, mais c'est brillant, c'est structuré. Je ferai juste une petite remarque, c'est pas tout à fait d'usage, mais on parle de la misère des banlieues, on parle des ghettos. Il faudrait redéfinir les concepts. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on mourait de froid à Paris et même de faim dans les galetas. Aujourd'hui, dans les banlieues, on ne meurt plus de froid. On a des gymnases, on a des écoles, on a aussi des allocations logement. Donc, je veux bien qu'on parle de lumpenprolétariat, mais enfin, il faudrait quand même relativiser un peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une misère morale, mais ça, c'est autre chose. C'est plus la misère matérielle et physique. Une jeunesse qui d'ailleurs est adepte ou addict des marques, vous le savez, qui achète des Nike à 200, à 300 euros, des vêtements extrêmement luxueux, ce qui n'empêche pas la misère morale. Mais bon, voilà. Je pense que ce n'est pas la raison qui pousse ces jeunes gens de façon romantique, dans un élan, à se précipiter pour le djihad. À 20 ans, on est prêt à toutes les aventures. Hein. 10 ans... Aden Arabi, disant qu'on ne me dise pas que 20 ans est le plus bel âge de la vie. À 20 ans, on a tous les élans romantiques. Voilà. Passons sur le reste. Alors, je vois que sur le programme, il est marqué « Le djihadisme menace transfrontière et ou menace globale ». Alors, le président... et ou menace globale. Le président m'avait demandé de reformuler, ce que j'ai fait bien volontiers, et j'ai repris un concept que j'ai aussi découvert dans la bouche du professeur Laugier, et j'ai intitulé mon intervention « Géopolitique du néo-fondamentalisme musulman ». Oui, il y a un néo-fondamentalisme. Alors là, j'aurais des points de divergence, notamment à propos des frères musulmans, mais on ne va pas développer, puisque ce n'est pas le lieu. D'ailleurs, je vous renvoie à mon livre « Les Égarés », où je m'appuie sur des données historiques pour montrer que les frères musulmans sont quand même assez imprégnés de wahhabisme, qu'il y a une continuité. Alors, j'avais préparé, mais on va essayer de faire très court, un exposé à la fois d'histoire et de géographie politique. La géographie politique, c'est ce qu'on appelle la géopolitique. Donc forcément schématique. Parce que si l'on veut parler de l'islam radical, mais radical c'est les racines, il faut effectivement revenir aux racines, et l'islam radical n'a pas de valeur instrumentale en soi. C'est vrai que c'est un concept flou, comment parler d'islam radical, si on ne le définit pas, et si on ne le définit pas, et si on ne dit pas ce que le concept recouvre. Voilà, moi je suis confucianiste, et je pense qu'il faut redéfinir régulièrement les concepts, donner aux mots des sens précis. C'est une démarche académique, dirons-nous. Alors, posons une question, est-ce que cet islam radical est un prolongement de l'islam, ou une réalité, un domaine radicalement autre? J'en reviens radicalement autre. Moi, ma réponse est claire. Je pense que nous sommes dans un autre cas de figure. Tout à l'heure, Bassam Tahan nous disait qu'il faudrait, à côté des 4 grandes écoles fondatrices de l'islam classique, traditionnel, il faudrait peut-être une 5e, une 6e, mais cette cinquième école n'est pas le hanbalisme, puisque c'est la 4e, c'est le wahhabisme. Et le wahhabisme, j'en ai parlé avec des docteurs de l'islam qui ont parfaitement accepté et entériné le concept que j'avançais de rupture épistémologique. On a une rupture complète, totale, et je vais essayer historiquement, en 2 mots, d'abord historiquement, de vous dire en quoi c'est une rupture complète avec l'islam classique, traditionnel et populaire. Et d'ailleurs, cet islam est en grande partie rejeté par une masse, une grande part du monde musulman lui-même, peut-être pas dans les jeunes générations, mais dans celles qui les ont précédées. Alors, au cours de l'islam, juste rappel très rapide, tous les mouvements qui se réclament... voilà. Au cours de son histoire, l'islam a connu plusieurs fois la tentation du puritanisme. Il faut repartir à zéro. À commencer par la secte rigoriste des séparés. Mon livre s'intitule « Les égarés », des séparés, les Kharijites, aux tout premiers âges de l'expansion musulmane, au moment du calife Ali. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les formes modernes, ou plus précisément contemporaines, qui font de la prédication, si besoin
d'ailleurs de la prédication si besoin et de la conversion si besoin par la force, une obligation cachée de la révolution coranique. Je vais aller très vite sur ce point. Une obligation cachée, je vous demande de retenir ce terme, de la révélation coranique, obligation cachée qui impose la conversion, fût-ce par la violence. Ce sixième pilier de la foi, pilier qui n'est pas connu de l'islam classique, s'accomplit dans le djihad, lequel n'est plus compris, nous l'avons dit tout cet après-midi, que dans son acception normale, traditionnelle, à savoir comme un effort de perfectionnement intérieur, mais c'est désormais, le djihad s'incarne, se réalise dans la guerre sainte. C'est là l'expression d'un islam hétérodoxe, structurellement violent, je dis bien structurellement violent, et là je cherche le concept unificateur qui va vous donner la clé d'un grand nombre de phénomènes qui apparaissent, qui se déploient sous nos yeux. Donc un islam structurellement violent, très différent par exemple de l'école malékite qui domine au Maghreb, celle-ci appliquant, et je vous demande, ça a été aussi cité cet après-midi, mais pas le verset 256 de la sourate 2, point de contrainte en religion, le droit chemin se distingue de l'égarement, d'où le titre de mon livre, Les égarements. Aujourd'hui, tous les mouvements qui se réclament de cet islam très particulier, et que la plupart des docteurs de la foi n'hésitent pas à qualifier de schismatique, sortent en fait, vous allez me dire que c'est réducteur, on pourrait en parler pendant des heures, sortent de la matrice du wahhabisme, religion d'État en Arabie et au Qatar. Or, l'histoire nous montre que loin de connaître une expansion inédite à la fin du XXe siècle, d'où le côté historique intéressant, ce mouvement, tant idéologique que religieux, idéologique, l'islam politique, l'islamisme, né au XVIIIe siècle, avec l'alliance sans doute en 1744 entre le prédicateur Abdelwahab et Ibn Sehoun, le fondateur de la dynastie, qu'on nomme d'ailleurs le pacte du Nejd, ce composé va naître un composé particulièrement détonnant dont nous voyons à présent la descendance hier en Tchétchénie, aujourd'hui en Irak, en Syrie, au Turkestan chinois. Il faut insister sur ce point. Enfin, je ne développerai pas au Turkestan chinois, donc au Xinjiang, mais aussi au Yémen, en Somalie, en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Mali, au Nigeria, etc. etc. Voilà, et maintenant aussi, bien entendu, dans les périphéries urbaines de l'Union européenne. Pourquoi une telle diffusion explosive en ce début du XXIe siècle on ne s'arrêtera pas sur les facteurs historiques qui ont favorisé au siècle dernier l'expansion du fondamentalisme wahhabite, circonstances au rang desquelles s'inscrit la protection de la Grande-Bretagne au cours de la Grande Guerre, donc la promotion, le soutien. Le troisième royaume wahhabite n'aurait pas existé sans le soutien en armes, en argent, en soutien diplomatique aussi de la part de Londres. Puis celle des États-Unis à partir de 1945 et le pacte du Quincy. Alliance avec la modernité énergétique, donc, puisque tout ça c'est sur fond de pétrole, qui va engendrer des océans de pétrodollars. Ces océans vont irriguer des décennies durant les champs fertiles de la prédication salafo-wahhabite avec la bénédiction de Londres et de Washington. Alors on pourrait également définir à longueur de temps ce que j'appelle le salafo-wahhabite par facilité. Hein. Tout se discute. Puisqu'il ne faudrait pas confondre la salafia avec le wahhabisme lui-même, ce sont des choses assez complexes. Donc, j'apporte à des questions très complexes, mais en fait pas tant que ça, pour qui veut s'y plonger, des réponses assez simples. Le wahhabisme, comme toute idéologie, est un vecteur qui avance par la force de sa propre inertie, la force de l'idée. Le wahhabisme et ses avatars takfiristes recèlent en effet, par la seule logique de leur concept fondateur, une puissance expansive dont il est difficile de voir aujourd'hui les limites temporelles. D'autant que le salafo-wahhabisme tente à s'imposer, ça c'est important, comme la nouvelle orthodoxie de l'islam, en négation des formes antérieures, que l'on désignera par facilité sous le vocable de classique, traditionnel et populaire, comme je l'ai dit à l'instant. Alors, antécédents historiques, très très rapidement, à bride abattue. Quelques faits marquants de l'expansionnisme wahhabite qui ne sont pas sans rappeler l'actualité. Là, je vous renvoie aussi à mon livre, vous pourrez creuser. Dès le XIXe siècle, précisément en 1802, les tribus wahhabites ravagent Kerbela. On sait que
nos actuels takfiris font sauter toutes les mosquées. Hein. Ville sainte du chiisme, s'empare de Nadjaf, menace Bagdad et Damas. En 1803, les Séouds suppriment le pèlerinage à la Mecque. Et en 1805, bafouant l'autorité du sultan, protecteur et serviteur des lieux saints, ils profanent et mettent à sac Médine. L'année suivante, ce sera au tour de la Mecque, sous la conduite des Séouds, de Séoud ben Abdelaziz ben Mohamed, petit-fils du fondateur de la dynastie. Voilà, ça plante le décor. On va passer sur le deuxième État wahhabite, qui a Riyad pour capitale et qui se maintiendra, lui, jusqu'en 1892. Là, à partir de là, les Britanniques en lutte contre l'Empire ottoman, la route des Indes, protection de la route des Indes, n'auront de cesse de soutenir le wahhabisme à des fins d'abord strictement géopolitiques. En 1902, Abdelaziz ben Abderrahman al-Séoud reconquiert Riyad, puis le Nejdj, entre 1902 et 1912, avant d'arracher le Hedjaz et de prendre possession de la Mecque le 14 octobre 1924. Et de fonder de Médine à Djeddah le troisième royaume wahhabite en 1932. Enfin, le pouvoir est déjà établi et il le fait avec l'accord du... Je ne sais pas si ça s'appelait le Foreign Office. Oui, non, parce que ça portait d'autres noms. Mais l'arbre séoudien ne doit pas cacher la forêt. En réalité, l'essaimage du wahhabisme hors du monde arabe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas confiné, hein. Ce n'est pas un phénomène local, a commencé très tôt. Et là, j'ai un exemple historique intéressant. Dès le début du XIXe siècle, relevons ainsi, à titre d'exemple, la prédication wahhabite d'un certain Sayed Ahmed au Pendjab, à la suite d'un pèlerinage à la Mecque entre 1821 et 1824, où l'auraient accompagné quelques 700 compagnons et disciples. Celui-ci entend, comme tous les wahhabites, rendre force et vigueur à l'obligation absente, vous voyez, ce sixième pilier de l'islam, que serait la guerre sainte. Ayant rassemblé une armée à Peshawar, tout le monde sait aujourd'hui où est Peshawar, hein, au Pendjab, à la frontière avec l'Afghanistan, il appelle en 1826 à la guerre sainte contre les Sikhs et l'année suivante se proclame commandeur des croyants, Amir al-Muminim, un titre qui sera également celui en Afghanistan de Mollah Omar jusqu'à la chute du régime Taleb. Taleb, c'est un singulier, hein, du régime Taleb à l'automne 2001. Sayed Ahmed avait contracté alliance avec les Pashtuns Youssoufzai. Donc vous voyez, déjà, les talibans sont là, ils sont installés. Hein. Youssoufzai, maître sur de la rive occidentale de l'Indus. En 1830, Sayed Ahmed prend Peshawar, mais trouve la mort l'année suivante dans un affrontement contre les Sikhs. Finalement, et ça la date est importante, il faut attendre 1870, après un demi-siècle de troubles, pour que les oulémas, donc les docteurs de la foi, les oulémas chiites et sunnites indiens, s'entendent pour condamner les excès du wahhabisme et donc geler la situation. Néanmoins, leur influence perdure et en 1927, dans la province de Mewat, est fondée la Société pour la prédication, le Taglibi Jamaat, dont l'actif prosélytisme est bien connu. Alors aujourd'hui, il y a de nouveau au centre de l'Inde, le wahhabisme a occupé une place assez importante au centre de l'Inde. Déjà, aujourd'hui, il y a des groupes qui se réclament d'Al-Qaïda, même si cela n'inquiète pas les autorités indiennes qui considèrent que c'est un phénomène encore et pour l'instant marginal. En Égypte, le réformateur libanais Rachid Rida, éprouvé par l'abolition du califat en 1924, le moment où commence à se consolider le pouvoir wahhabite au Hedjaz et dans le Nejd, par le Mustafa Kemal, qui ne s'appelle pas encore Atatürk, qui en fait dévoile petit à petit son athéisme profond. Le Rachid Rida donc, va se tourner vers le wahhabisme en espérant pouvoir reconstituer, grâce à lui, l'institution disparue, donc reconstitution du califat. Sous son influence et dans cette perspective, son disciple Hassan el-Banna, reprenant à son compte le nom des Ikhwan saoudiens, alors je n'ai pas le temps de développer ce qui ont été les Ikhwan, créés en 1912, détruits par Ibn Saoud lui-même en 1928, il va détruire Daesh en 1928, donc sous le nom des Ikhwan, les frères, la fraternité. Conclusion, s'il vous plaît, vous avez dépassé votre temps. Non, il a 14-21. Bon, alors, la suite sera pour la prochaine fois. Merci, mais vous n'avez pas été aussi rigoureux avec mes prédécesseurs. Fonde la même année l'association des frères musulmans, Al-Iqwam al-Muslimum,
Suivra en 1931 la création en Algérie, à l'initiative de Ben Badis, d'un mouvement islamiste salafiste, l'Association des oulémas musulmans. 1936, fondation en Bosnie, sur le modèle des frères musulmans, de l'association La Voie droite, prônant un islam rigoriste inspiré de la salafia. Bon, bien entendu, le chapitre suivant, c'était qu'en est-il aujourd'hui? Je vous avais préparé véritablement une géopolitique de l'islam djihadiste, takfiriste et wahhabite à travers le monde, mais vous trouverez, je pense, cette partie, non pas dans mon livre, mais sur le site de l'Académie. Voilà.